Je m'appelle Léa. À 27 ans, j'ai enfin compris ce que ça coûtait d'être toujours au second plan. Le papier cartonné était épais et luxueux, d'un doré crème. Mon nom y était gravé en relief, suggérant une importance capitale. Il annonçait la prestigieuse cérémonie des honneurs architecturaux à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris, prévue pour le 15 décembre. J'ai effleuré le sceau du doigt, vérifiant que ce rêve était bien réel. Mon projet de bibliothèque communautaire durable en était la raison. Ce n'était plus seulement des sessions de code nocturne et des croquis initiaux, désormais, les gens reconnaissaient mon travail. Savez-vous ce que ça fait de se sans cesse sentir invisible dans sa propre famille? Dites-le moi en commentaire. J'ai immédiatement composé le numéro de ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie, l'air préoccupé, et j'entendais le bruit assourdissant de la télévision, probablement encore un match de foot. Maman, j'ai une grande nouvelle. Elle a demandé ce qui se passait. J'ai gagné le Grand Prix, la prestigieuse distinction architecturale. Je vais faire le discours d'ouverture à Paris. Il y a eu un silence pesant. Puis j'ai entendu la voix étouffée de mon père lui demandant qui appelait. Elle a mis sa main sur le haut-parleur mais n'a pas réussi à couper le son. C'est Léa. Elle a eu son petit prix de dessin. Un truc de dessin? Ai-je pensé amèrement. C'est génial, ma chérie, a-t-elle répondu d'un ton joyeux mais forcé. Elle a demandé la date. Le 15 décembre. C'est un samedi. La ligne est restée muette si longtemps que j'ai cru qu'on avait été coupé. Puis j'ai entendu son profond soupir, un bruit qui m'était plus familier que n'importe quoi d'autre. Oh, Léa, ce week-end-là, c'est le match de barrage de Théo. J'ai instantanément eu le souffle coupé. Mais l'événement n'est que le samedi soir, maman. Son match ne commence pas le vendredi? On sait, mais ton père et moi avons décidé de descendre en voiture à l'avance. On doit l'aider à se préparer et à s'installer. Elle a ajouté que la météo pourrait être mauvaise et qu'il devait être là au cas où. Au cas où. Cette simple phrase résumait toute mon éducation. Ça signifiait toujours que mon frère pourrait avoir besoin de quelque chose, que ses préoccupations l'emportaient toujours sur les miennes. J'ai travaillé dur moi aussi, ai-je insisté, la voix basse mais sérieuse. J'ai consacré toute ma carrière à obtenir ça. Il compte vraiment sur notre présence, Léa, a-t-elle répondu comme si cela clôturait la discussion. Mais c'est la consécration, maman. Je prononce le discours principal. Eh bien, tu n'as qu'à nous l'enregistrer, d'accord, a-t-elle suggéré avec une intonation légère et attentionnée qui semblait totalement méprisante. On pourra regarder la vidéo plus tard, quand on rentrera après son match. C'est exactement à ce moment-là que la fissure profonde est apparue, le bruit de quelque chose qui se brise en moi, garantissant que les choses ne guériraient jamais correctement. Je suis restée silencieuse, fixant le mur de mon studio, voyant les plans architecturaux que j'avais finalisés quelques heures plus tôt. Léa, ne sois pas difficile. Difficile comment, ai-je demandé. Tu fais preuve d'une empathie zéro, ai-je déclaré, ma voix devenant claire et glaciale. J'ajuste simplement ce que j'attends de vous. On essaiera vraiment de venir si on y arrive, a-t-elle promis, un mensonge qui lui venait facilement. Non, ne le faites pas, lui ai-je dit fermement. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas. J'ai raccroché rapidement avant de commencer à pleurer. J'ai jeté un coup d'œil à mon petit studio. Sur le bureau, encadré, se trouvait la photo de famille la plus récente que j'avais gardée. C'était le jour de la signature de Théo pour son centre de formation. Mes parents rayonnaient, tous deux portant le maillot de son équipe. Théo était le centre de l'attention, tenant son stylo comme un trophée. J'étais à peine visible au bord du cadre, partiellement dans l'ombre, mon visage flou, me donnant l'air jetable. Cela définissait l'arithmétique de leur favoritisme, le calcul que j'avais toujours compris. Théo représentait le nombre entier, j'étais le reste, le surplus, l'erreur de calcul. Je me suis souvenu de l'obtention de ma toute première bourse d'école d'architecture. J'avais appelé à la maison, presque trop excité pour parler. La réponse de mon père a été « c'est bien ». Dis, tu as appris que Théo vient de décrocher le poste de titulaire? J'ai payé moi-même l'intégralité de mes 6 années d'études. Les prêts étudiants me pesaient comme des poids de plomb, et je me battais pour chaque bourse. J'ai cumulé 2 jobs à mi-temps en permanence. Pendant ce temps, ils achetaient un nouveau SUV à mon frère, finançaient ses vacances au ski et payaient le loyer de son appartement hors campus. Cette dynamique n'était pas nouvelle, c'était simplement le point final.
J'ai choisi de ne pas les rappeler. Je ne leur ai pas envoyé de SMS. À quoi bon? Argumenter ne sert à rien quand l'autre personne ne reconnaît pas votre droit d'être en colère. Je suis restée assise là pendant longtemps à examiner la réalité mathématique. Leur affection revenait toujours à la même conclusion, les désirs de Théo l'emportaient toujours sur mes besoins. Il m'a fallu des années pour apprendre le terme psychologique exact pour cette situation, le schéma de l'enfant prodige et du mouton noir. Cette dynamique n'est pas vraiment une question d'amour parental, c'est une question d'ego. Pour des parents comme les miens, Théo était un reflet parfait. Il était leur chance d'une gloire renouvelée, leur réussite publique. Ses accomplissements leur appartenaient. Quand il gagnait, il se sentait victorieux. Moi, le mouton noir, j'étais aussi un reflet, mais je reflétais tout ce qu'ils préféraient ne pas voir. Mon ambition professionnelle discrète n'était pas une source de fierté, c'était un défi pour eux. Mon choix d'une carrière différente n'était pas de l'indépendance, c'était perçu comme une critique de leur propre vie. Théo était leur image miroir, j'étais leur compétitrice. Cela explique pourquoi ils investissaient tout leur argent en lui. J'ai repensé à mes 6 années en école d'architecture. Les nuits blanches nourries de soupes instantanées et de café bon marché. Les bourses pour lesquelles je devais me battre chaque semestre. Les 2 jobs simultanés juste pour payer mes fournitures et mon loyer, ce qui m'a mené à l'obtention de mon diplôme avec plus de 60 000 € de dette. Je me souvenais avoir appelé à la maison, terrifié, après que mon aide financière de 3e année ait été réduite. Mon père m'avait dit, « Eh bien, Léa, tu es grande maintenant. Tu dois assumer tes décisions. » Un mois plus tard, ils achetaient à mon frère une voiture neuve pour ses 21 ans parce que la précédente n'était pas sûre. Je me rappelais les étés que Théo passait à voyager à travers l'Europe, financé par ses cadeaux de remise de diplôme. J'ai passé ces mêmes étés à faire des stages non rémunérés à Lyon et Paris, essayant désespérément de lancer ma carrière. Il faisait plus que simplement m'ignorer, il finançait activement son existence tout en extrayant des ressources de la mienne. Ils ne me voyaient pas comme leur fille, ils me voyaient comme un service fiable, celle qui est mature, celle qui finira inévitablement par s'en sortir, celle qui acceptera toujours la situation. J'ai regardé l'enveloppe crème contenant la notification de l'honneur architectural sur ma table, la reconnaissance suprême dans mon domaine. J'ai réalisé qu'il pensait que j'accepterais encore cette énième humiliation, que je me soumettrais sagement au profit de son match de ballon. J'ai pris mon téléphone. Je ne les ai pas appelés. J'ai ouvert ma boîte mail et écrit un message au comité des récompenses. J'ai demandé 2 billets. J'ai tapé les noms de Chloé et du professeur Morel, ma meilleure amie et mon mentor, les personnes qui appréciaient vraiment mes efforts. C'était eux qui avaient été là pour moi pendant que ma famille était trop occupée à regarder le sport. Ma véritable famille. Le silence qui a suivi n'était pas un vide, c'était un espace ouvert. C'était comme la toute première pièce propre et paisible dans laquelle j'avais jamais vécu. Personne ne m'a appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je me suis concentré entièrement sur mon travail. 18 mois ont passé. Ce temps ne s'est pas mesuré en jours, mais en plans terminés et en réunions clients productives. J'ai dirigé toute mon énergie, chaque heure tardive et chaque once de mon ressentiment accumulé dans Zenith Studio. C'était mon entreprise, mon concept. J'ai embauché 2 jeunes designers qui partageaient mon engagement pour les matériaux durables. Nous avons décroché un contrat pour un petit centre communautaire, suivi d'un projet d'hôtel-boutique. J'ai travaillé sans relâche jusqu'à ce que mes mains me fassent mal et que mon esprit soit calme. Je construisais quelque chose de tangible, quelque chose qui portait mon identité, et c'était bien plus solide que n'importe quel lien familial que j'avais connu. Pendant cette période de calme, j'ai rencontré Julien. Je l'ai croisé sur un chantier. Il travaillait comme architecte paysagiste et dégageait un calme naturel et concentré. Il ne se contentait pas de jeter un coup d'œil à mes plans, il les voyait vraiment. Il posait des questions sur la circulation de l'air, la lumière naturelle et la façon dont la structure s'intégrerait au paysage. Après notre 3e rendez-vous, il a posé la question attendue, les yeux empreints de gentillesse. « Est-ce que tu as de la famille dans le coin ?» Je me suis préparé à la sensation habituelle d'oppression dans ma poitrine, à l'impulsion de m'excuser ou de m'étendre sur le sujet, mais cette sensation n'est jamais venue. « Ils sont dans les parages », ai-je déclaré. Il a simplement hoché la tête, sentant la portée de la réponse. « Les parages, ça a l'air compliqué. » C'est moins compliqué quand j'évite de les appeler, ai-je répliqué. C'était tout. Il n'a pas insisté.
Il n'a pas exigé d'explication complète. Il a juste accepté ma réponse et m'a interrogé sur le reste de ma journée. C'était la première fois que je comprenais que le vrai soutien n'avait pas besoin d'être bruyant ou théâtral. Parfois, c'était juste l'absence réconfortante de tout jugement. Ma vie a commencé à se stabiliser, comme une fondation solide que je coulais délibérément pour moi-même, mètre carré après mètre carré. La qualité de mes projets s'est améliorée. Nous avons orienté notre travail vers des logements durables pour les résidents à bas revenus, mêlant esthétique et vrais besoins humains. Puis un après-midi, le professeur Morel, mon ancien mentor, m'a appelé. Sa voix était inhabituellement sérieuse, même si je soupçonnais qu'il souriait. « Léa, a-t-il dit, est-ce que tu as regardé le dernier numéro d'Architectural Digest ? Non, je suis sous une montagne de règlements d'urbanisme pour le projet Milner. Pourquoi ? Tu devrais probablement aller en acheter un exemplaire. Va à la page 90. Mon cœur a commencé à s'emballer. Je me suis précipité vers le kiosque à journaux du quartier, celui qui vend les magazines d'architecture internationaux coûteux. J'ai feuilleté rapidement les pages glacées et lourdes, mes mains tremblant légèrement. Et là, je l'ai vu, la liste AD40, la nouvelle génération d'architectes. Le design de ma bibliothèque communautaire et ma photo occupaient une double page entière. Je n'avais aucune idée que le professeur Morel avait soumis mon nom. Ce n'était pas juste une autre victoire, c'était la victoire majeure. L'équivalent de la liste Forbes pour mon industrie. La reconnaissance qui déclarait « Tu n'es pas seulement bonne, tu représentes l'avenir ». Je me suis assise sur un banc de parc à proximité, le magazine ouvert sur mes genoux. J'ai repensé à ce prix initial, celui de la Cité de l'Architecture. Je me suis souvenu à quel point je voulais désespérément l'approbation de ma famille, et à quel point j'avais eu le cœur brisé quand ils avaient choisi un match à la place. En tenant ce magazine maintenant, j'ai compris avec une clarté percutante que je n'avais même pas envisagé de leur mentionner la nomination. J'avais construit une vie complète, une carrière, une maison, un cercle de soutien si total que leur reconnaissance n'était plus un élément nécessaire. J'étais ma propre architecte. J'étais mon propre système de soutien. Et quant à eux, ils n'étaient que des gens qui vivaient autrefois à proximité. Ils n'avaient aucune idée de mon succès. Ils étaient toujours mentalement coincés dans ce stade, à applaudir pour un match terminé depuis plusieurs saisons, ignorant totalement que la fille qu'ils avaient écartée comme un détail mineur avait discrètement pris le contrôle de tout le grand livre de comptes. Je ne m'attendais pas à ce que la liste soit annoncée un mardi. J'étais en pleine session de brainstorming avec un nouveau client pour les plans d'un atrium écologique quand mon téléphone, posé face contre table, a commencé à vibrer. Ce n'était pas juste une courte sonnerie, c'était un bourdonnement frénétique et continu contre la surface en bois. Chloé, ma collègue assise en face de moi, a haussé un sourcil. « Tu es devenu agent secret tout d'un coup », a-t-elle chuchoté. J'ai ignoré l'appel. Mais quand la réunion s'est terminée, j'ai trouvé 19 nouveaux SMS, 43 notifications de mails et 7 appels manqués. La liste AD40 était officiellement en ligne. Mon téléphone était devenu une explosion numérique. Des anciens collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des années, d'anciens professeurs, même les clients de l'hôtel boutique, tous m'envoyaient des messages. Félicitations Léa. Travail époustouflant. Tu le mérites. Le SMS du professeur Morel était le plus court, je te l'avais dit. Je suis resté immobile, fixant ma photo sur le site web d'Architectural Digest, juste à côté de la description, la visionnaire. Cela semblait irréel et pourtant si paisible. Julien m'a envoyé une capture d'écran de l'article, suivie d'une longue traînée d'émojis bouteilles de champagne. Je l'ai appelé et il a juste ri. Je sors avec une visionnaire, a-t-il déclaré. J'annule mes plans de l'après-midi, on fête ça. C'était un moment parfait de pur bonheur. La partie la plus remarquable était le calme, le silence absolu, assourdissant et merveilleux émanant de ma famille. Ils étaient totalement ignorants. Ils n'avaient joué aucun rôle dans cette réussite. Mon succès m'appartenait entièrement et glorieusement. Cependant, l'univers a horreur du vide, et ma famille déteste par-dessus tout être exclue de tout flux d'informations, même de celui qu'ils ont délibérément coupé eux-mêmes. Leur découverte, ironiquement, s'est produite dans le seul cadre que je n'aurais jamais deviné. Mon frère Théo rendait visite à son entraîneur principal. C'était 2 jours après la publication de l'article. Il était là pour son bilan de fin de saison, probablement pour se faire caresser l'ego. Il était assis sur un canapé en cuir luxueux, s'ennuyant pendant que son coach terminait un appel.
Il a attrapé le magazine sur la table basse, Architectural Digest, pas vraiment son genre de lecture habituel. Il a expliqué plus tard qu'il cherchait juste des photos de voitures de luxe ou de montres. Il a tourné une page, puis une autre, et là, il s'est figé. C'était moi, un reportage de 2 pages montrant la bibliothèque communautaire, ma photo, celle où j'avais l'air sûr de moi, heureuse, et absolument pas comme la sœur facilement effaçable dont il se souvenait. Il a fixé la page. Le nom, le visage, Léa de Zénith Studio, la visionnaire. Les détails ne collaient tout simplement pas. C'était sa sœur discrète, l'ennuyeuse, celle qui perdait toujours les disputes et qui finançait ses propres études. Comment? Il ne m'a pas envoyé de SMS. Il ne m'a même pas appelé. Il a appelé notre père. Mon père m'a parlé de ce coup de téléphone bien plus tard, la voix encore tremblante. Son téléphone a sonné et c'était Théo, mais il semblait hystérique, essoufflé, paniqué. « Papa, tu vois ça? Comment elle a réussi ça? » « Réussi quoi, Théo? Qu'est-ce qui se passe? » Le magazine, le truc à des 40. Léa est dedans. Comment elle a fait pour y figurer? C'est vrai? Combien d'argent elle gagne? C'est quoi exactement Zénith Studio? Pourquoi elle nous a caché ça? Notre père, confus, a raccroché et a appelé ma mère. Nathalie, va au magasin tout de suite et achète le magazine Architectural Digest. Quelque chose ne va pas avec Léa. Ma mère, agacée, est allée au supermarché local. Elle a trouvé le magazine. Elle a attendu dans la file d'attente, tournant les pages jusqu'à ce qu'elle voie ma photo. Le groupe familial WhatsApp, celui dont je n'avais jamais fait partie, a explosé instantanément. Mon triomphe professionnel n'était pas vu comme une raison de faire la fête, c'était perçu comme une attaque inattendue. Ils n'étaient pas fiers de moi, ils étaient furieux parce que j'avais fait la seule chose qu'ils n'auraient jamais cru possible, j'avais réussi et j'étais devenue importante totalement par moi-même. Et je l'avais fait sans demander leur permission. Les appels ont commencé le jeudi, arrivant sur ma ligne professionnelle, pas sur mon portable personnel. Chloé m'a prévenu, « Léa, ta mère est en ligne, elle a l'air déterminée. » J'ai regardé le combiné. « Dis-lui que je suis en rendez-vous avec un client, Chloé. » J'ai utilisé cette excuse toute la journée. 1 heure plus tard, Chloé a rappelé, la voix tendue, « Léa, ta mère est dans le hall d'accueil. » Je suis sorti. Nathalie se tenait là, tenant un plat à gratin recouvert d'aluminium. C'était le signe classique de quelqu'un offrant la paix sans pour autant présenter d'excuses. Léa, Dieu merci, s'est-elle précipitée. On était si inquiets, tu ne nous as jamais parlé de ce magazine. Je suis resté immobile, la forçant à porter son plat. Je travaille en ce moment, maman. J'ai apporté ton préféré, a-t-elle dit en soulevant le plat. On doit parler. Il n'y a rien à discuter. Tu dois partir. Tu perturbes mon agence. Ne sois pas difficile, a-t-elle sifflé, son sourire disparaissant. Ça a duré trop longtemps. Tu as clairement prouvé ce que tu voulais. Je n'ai rien prouvé du tout, ai-je rétorqué, ma voix tranchante et contrôlée. Je me suis juste concentré sur ma carrière. J'ai informé Chloé que ma mère partait. Nathalie a posé le gratin sur le bureau de l'accueil. J'ai donné l'ordre à Chloé de le jeter immédiatement. Mon père a été le suivant à me tendre une embuscade. Il a choisi un moment plus malin, m'attendant à 6 heures du matin devant ma salle de sport. Il a surgi de derrière une voiture garée avec 2 cafés à la main. Léa, a-t-il dit en tendant une tasse. Tu as 1 minute? J'ai ignoré le café. C'est du harcèlement, papa. Ne sois pas dramatique. On admet qu'on a eu tort, d'accord? Pour le prix, on aurait dû être là, mais tu avais toujours l'air si autonome, Léa. On pensait vraiment que tu n'avais pas besoin de nous. C'était leur défense habituelle pour avoir choisi Théo. Je n'étais pas autonome, papa. J'étais délaissé, ai-je déclaré. Ma voix calme a fendu l'air matinal. J'ai eu besoin de vous pour mes prêts étudiants. Vous vous êtes porté garant pour Théo immédiatement. J'ai eu besoin de vous à ma remise de diplôme. J'ai eu besoin de vous à la Cité de l'Architecture. J'ai arrêté de demander parce que vous étiez perpétuellement à un match. Il est resté silencieux, l'air vaincu, le café refroidissant dans sa main. Je dois y aller, ai-je dit en passant devant lui pour entrer dans la salle. Puis Théo est apparu, frappant fort à la porte de mon appartement. J'ai ouvert légèrement.
Il a juste fixé le vide, son aura de fils prodigue m'envolait. Tu nous fais passer pour des monstres, Léa, a-t-il accusé. Je refuse simplement de cacher vos choix plus longtemps, ai-je répondu avant de lui refermer la porte au nez. La confrontation décisive restait à venir. Une invitation par email est arrivée. Mon ancien lycée me demandait, en tant que lauréate de l'IA 40, d'être l'intervenante principale pour leur journée annuelle des carrières. L'ironie était immense. L'amphithéâtre exact où mes parents avaient applaudi bruyamment Théo depuis les gradins. Maintenant, ils me voulaient sur cette scène. J'ai répondu un seul mot, oui. Le jour du discours, je me sentais parfaitement sereine. Je suis entré dans le vieil auditorium. Exactement comme je l'avais prévu, discrètement installés au dernier rang, se trouvaient les trois, Nathalie, Philippe et Théo. Ils avaient réussi à entrer. Je me suis avancé vers le pupitre. J'ai consciemment évité leur regard. Je me suis concentré sur les 300 élèves. Bonjour à tous, ai-je commencé. Quand j'étais élève ici, j'étais un bruit de fond. J'avais de bonnes notes, je ne causais pas de problème, et j'étais toujours l'enfant sur qui on pouvait compter. J'ai cliqué sur la diapositive. Elle montrait mon invitation pour les honneurs architecturaux. Il y a 18 mois, j'ai gagné ceci, la plus haute distinction de ma profession. C'était la nuit la plus cruciale de ma vie. Je devais prononcer un discours à Paris. J'ai cliqué à nouveau. La diapositive suivante était une photo nette en noir et blanc de 3 sièges d'auditorium entièrement vides. Ces sièges étaient réservés à ma famille, ai-je déclaré dans le micro. Un silence profond a envahi la salle. Ma famille ne s'est pas présentée. Ils ont choisi d'assister au match de barrage de mon frère à la place. Ils m'ont dit de simplement leur envoyer une vidéo. J'ai senti la chaleur de leur regard depuis le fond de la salle. Je ne partage pas ça pour susciter la pitié, ai-je dit d'une voix forte. Je vous le dis parce que toute ma vie, j'ai cru que leur approbation était le trophée. Je pensais que je devais travailler plus dur, avoir plus de succès pour enfin obtenir leur attention. Je me trompais. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. La couverture d'Architectural Digest, mon nom, mon visage. Votre source de validation est la structure que vous construisez pour vous-même. Ce n'est pas une salle d'attente pour obtenir la permission de quelqu'un d'autre. Ne basez pas vos rêves sur l'approbation extérieure. Il se peut qu'il ne soit pas présent. Construisez pour vous-même, parce que vous serez toujours là. J'ai levé les yeux. Les étudiants étaient captivés. Au fond, ma mère s'était caché le visage dans les mains. Je ne m'étais jamais sentie aussi puissante. Le calme qui a suivi était paisible, pas colérique. Il s'est installé sur mon existence comme une neige fraîche et propre. Zenith Studio a prospéré. Nous avons embauché 3 nouveaux employés. Nous avons sécurisé le projet millénaire. Julien et moi avons trouvé un magnifique appartement dans l'ouest parisien avec de grandes fenêtres qui capturent la lumière du matin. Le professeur Morel et Chloé sont devenus ma famille de cœur. Les mois ont passé. Les tentatives de communication de mon père ont cessé. Les messages colériques de ma mère se sont taris, laissant place à un calme numérique. Puis un après-midi, près de 18 mois après le discours au lycée, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Léa, je ne sais honnêtement pas si tu liras ceci. Je n'attends pas de réponse, mais je suis en thérapie depuis 6 mois. J'avais besoin de comprendre pourquoi je me suis comporté comme ça. Pourquoi j'ai toujours supposé que tu accepterais les sacrifices. J'ai été égoïste. Je te considérais comme un acquis. J'ai pris ton soutien pour acquis et j'ai laissé maman et papa le faire aussi. Je m'excuse sincèrement d'avoir été un mauvais frère. Je regrette mon absence. C'était Théo. Je l'ai lu 3 fois. C'était une excuse sincère, délibérée et honnête, clairement influencée par son suivi psychologique. Il y a 6 ans, cela m'aurait sauvé. Il y a 2 ans, cela aurait été un soulagement immense. Maintenant, je ne ressentais qu'une acceptation tranquille. Il faisait enfin son propre travail sur lui-même. J'ai copié le texte, je l'ai enregistré dans un dossier d'ordinateur intitulé Eclos, puis j'ai définitivement supprimé le message. L'excuse était enfin arrivée, mais j'avais depuis longtemps cessé de l'attendre. Je n'en avais pas besoin. Mon succès n'était pas une question d'obtenir enfin leur compréhension. Ce n'était pas une question de réclamer un remboursement. Il s'agissait d'utiliser le prix que j'avais déjà payé. J'ai réalisé qu'il existe 2 formes de justice.
Il y a la justice punitive, qui ne regarde qu'en arrière et cherche à régler de vieux comptes en vous gardant lié aux personnes que vous essayez de fuir. Et puis il y a la justice créative, la justice du bâtisseur. Elle regarde vers l'avant. Elle utilise les débris de ce qui a été ruiné pour construire une nouvelle fondation plus solide. J'ai ouvert mon ordinateur et examiné les 2,5 millions d'euros de financement que je venais de sécuriser pour la phase suivante de Zenith Studio. J'ai transféré une part importante de ce capital vers un nouveau compte. Je n'ai pas acheté de nouvelles voitures. Je n'ai pas acheté de maison de vacances. J'ai créé la bourse Zenith, un fonds couvrant l'intégralité des frais de scolarité pour de jeunes étudiants en architecture ambitieux issus de milieux précaires, spécifiquement pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de filet de sécurité familiale. Je me tiens dans mon nouveau bureau maintenant, celui que j'ai conçu avec un grand mur de verre surplombant l'horizon de la ville. C'est calme ici. Je suis en paix. Si vous vous êtes déjà senti remplaçable, si vous célébrez vos plus grandes réussites en silence parce que vous savez que personne ne décrochera le téléphone, prenez ceci comme un signe. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir. Votre validation est la fondation solide que vous construisez vous-même, pas un espace où vous attendez qu'on vous accorde l'accès. Commencez à bâtir.